Bonjour à toutes et à tous, et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde consacrée à la COP 30 sur les changements climatiques qui s'est tenue, pardonnez-moi, à Belém au Brésil du 10 au 21 novembre 2025. Mon nom est Paul Allais, je suis professeur à la faculté de droit de l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement et membre de l'Institut Environnement, Développement et Société, tout comme nos quatre panélistes de la table ronde d'aujourd'hui. Cet événement, qui est devenu avec le temps un événement annuel, nous permet d'approfondir notre compréhension de l'évolution souvent complexe de la coopération internationale en matière de lutte contre les changements climatiques. Et nous faisons cette activité, nous examinons cette évolution à travers les yeux des membres de la délégation de l'Université Laval. Cette table ronde est organisée par l'Institut Environnement, Développement et Société, qui compte près de 500 membres. Elle est organisée en collaboration avec la Chaire de recherche du Canada en droit de l'environnement, ainsi que le Réseau universitaire international pour l'action climatique, qui compte près de 1800 membres, ainsi que de l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Ensemble, ils regroupent des chercheurs et des étudiants qui sont issus de nombreuses disciplines et qui ont en commun de s'intéresser aux importants défis que représente la lutte contre le dérèglement du système climatique. Comme vous le savez, malgré les tensions géopolitiques sans précédent et la fragilité du multilatéralisme auquel nous assistons, on peut néanmoins se réjouir car le multilatéralisme climatique était présent à la COP 30, qui a réussi à réunir encore une fois l'année dernière plus de 180 pays et près de 60 000 participants inscrits, ce qui en fait la deuxième COP la plus importante, après celle de Dubaï. Cette COP a abouti également à certains résultats. Mais qu'en est-il de ces résultats? Qu'en est-il des progrès réalisés depuis l'accord de Paris signé en 2015? Qu'en est-il de la hauteur des ambitions et des difficiles transitions à réaliser ici et ailleurs dans le monde? Parmi les scientifiques et chercheurs ayant participé à la COP 30, on compte une délégation de l'Université Laval, dont les quatre panélistes de la table ronde qui ont accepté de nous parler aujourd'hui, selon leur point de vue disciplinaire, de nous parler de leur expérience et de leurs réflexions. Je vais vous les présenter brièvement dans l'ordre de leur intervention, mais sachez qu'ils ont tous des CV beaucoup plus étoffés. En premier lieu, nous avons le plaisir d'accueillir M. François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement de l'Université Laval, qui j'espère est parmi nous. Sinon, nous le Oui, déplacerons. je suis là, Paul. Parfait, excellent. Donc, nous le remercions de sa présence. Monsieur Gélineau a une longue feuille de route à titre de professeur et de titulaire de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, ainsi qu'à titre de promoteur du rôle déterminant que les universités et la communauté scientifique sont appelées à jouer dans les débats entourant le climat. Il reviendra sur l'importance de ce rôle. Notre deuxième panéliste est mon collègue, M. Lota Tamini, professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation. Il est également directeur du Centre de recherche en économie de l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports et de l'énergie. Le professeur Tamini est également membre du Comité consultatif sur les changements climatiques créé par le gouvernement du Québec pour le conseiller en la matière. Il reviendra sur des aspects touchant à l'adaptation et au financement climatique. Notre troisième panéliste est M. Camille Martini, qui est doctorant à la faculté de droit de l'Université Laval en co-tutelle avec Aix-Marseille. Euh, il est également membre du Réseau universitaire international pour l'action climatique. Son projet doctoral porte sur l'utilisation de l'accord de Paris dans le contentieux climatique national. Et il reviendra sur certains des aspects juridiques des négociations de la COP 30 en relation avec ce contentieux climatique. Notre quatrième panéliste est Madame Océane Donato,
qui est étudiante à la maîtrise à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval et rédactrice en chef adjointe de la Revue québécoise de droit international. Dans ses recherches, Océane explore les enjeux maritimes et les dynamiques conflictuelles en Asie-Pacifique, où elle accorde une attention particulière à la Chine. Son intervention portera notamment sur les effets conjugués de l'absence américaine de la COP et de la présence accrue de la Chine lors de cette dernière COP. Pour cette table ronde, nous avons prévu 2 tours de table avec de courtes interventions. Dans un premier temps, nos panélistes auront 10 minutes pour faire un retour sur leur participation et leurs attentes. Dans le second tour, ils auront 5 minutes pour conclure sur ce qu'il faut retenir de la COP 30. Par la suite, nous aurons une période de questions. Donc, s'il vous plaît, notez vos questions dans l'outil de conversation qu'on appelle le chat ou alors levez la main pendant la période et Jason Fournier de l'Institut EDS qui nous assiste nous aidera là, pour les tours de parole. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à notre premier panéliste, Monsieur François Gélineau. À vous la parole, chers collègues. Bonjour, merci beaucoup, Paul. Merci pour ces bons mots. Et merci à toi et à l'Institut EDS d'organiser cet événement hein, qui est maintenant une tradition annuelle suivant la COP. Je pense que c'est une belle occasion pour nous, personnes qui avons participé à la COP, de partager notre expérience, mais aussi d'exposer d'autres personnes à à nos expériences, nos réactions, la perspective qu'on peut offrir. Euh, je vais, mon intervention va peut-être prendre un petit peu plus courte que ce qui est attendu. Je vais la faire en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu de mes impressions générales et du contexte là, de cette COP, la COP 30, qui s'est tenue à Belém, au Brésil, en novembre dernier. Euh, Quelques constats qui émergent de mes réflexions personnelles euh, par rapport, oui, à cette COP, mais je la compare toujours. Moi, c'est la troisième fois que je participe à une COP. J'ai participé aux 3 dernières, donc la 28 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la 29 à Bakou, en Azerbaïdjan, et cette COP 30 à Belém. Euh, donc, peut-être d'abord dire que c'est un peu surprenant de tenir une COP dans une ville comme la ville de Belém qui, par définition, n'avait pas nécessairement la capacité d'accueillir un événement de si grande taille, pas la capacité logistique, pas la capacité hôtelière. Donc, je pense que ça a transparu dans les commentaires entendus des participants sur place, dans l'expérience personnelle que moi j'ai vécue, et les autres participants pourront partager leurs perspectives également. Donc, les difficultés logistiques ont pris plusieurs formes. Donc, des expériences que moi, j'avais pas vécues auparavant. Donc, une évacuation du site. Donc, qui était assez particulier. Donc, pour des mesures de sécurité, il y avait une manifestation de personnes autochtones qui ont forcé leur entrée dans l'espace de la zone bleue. Ils ont donc évacué la zone bleue. Incendie dans certaines zones, dans la zone bleue à certains endroits. Ça s'est passé dans la deuxième semaine. Je n'y étais pas. Je pense que Lotta y était à ce moment-là. Je ne sais pas si Camille était encore présent. Un traumatisme assez grand parce que les installations étaient des installations principalement temporaires composées de tentes avec des très grosses toiles. Donc, quand le feu prend là-dedans, ça peut être assez inquiétant. Euh, des, euh, il y a également il y avait une déficience majeure au niveau de la climatisation. Il faisait une chaleur assez incroyable dans certains secteurs. Euh, D'ailleurs, à titre anecdotique, quelques jours avant le début de la COP, tous les participants enregistrés ont reçu un courriel du gouvernement du Brésil indiquant que le code vestimentaire avait été relâché et que il n'était pas attendu que les gens portent une tenue habillée, donc on pouvait se présenter en polo ou en chemise à manches courtes. Et c'était d'ailleurs recommandé en raison de la chaleur.
Donc, il faut savoir qu'à Belém, il fait très chaud. Mais donc, j'ai l'impression qu'ils ont réalisé assez rapidement que les installations n'avaient pas une capacité d'assurer là, le contrôle de la climatisation. Les coûts étaient exorbitants, donc c'est un peu probablement le résultat de l'incapacité d'accueillir un aussi grand nombre de participants au même moment. Les hôtels étant indisponibles parce qu'ils ont été réservés à certaines catégories de participants, il restait donc il y a eu beaucoup d'inflation au niveau des logements en location privée, donc de type Airbnb. Sur la plateforme du gouvernement du Brésil, excusez-moi, de la COP, c'était très difficile de trouver des logements et les logements étaient très dispendieux. Ça causait euh, une difficulté d'accessibilité. Évidemment, j'ai été surpris d'entendre, Paul, que tu disais que ça a été la deuxième COP la plus populeuse. Mais les constats que j'ai faits, moi, au niveau de la composition de la participation, j'ai trouvé, contrairement à mes deux autres expériences, que en me promenant dans les installations, on entendait surtout parler portugais. Donc, j'ai l'impression qu'il y avait une grande participation locale, peut-être plus grande qu'à l'habitude. J'ai trouvé aussi qu'il y avait assez peu de diversité ou moins de diversité qu'à l'habitude. Donc, moi, ce qui m'avait frappé à Dubaï et à Bakou, c'était une surreprésentation des pays d'Afrique et je l'ai pas vu de dans la même mesure à Dubaï. Évidemment, je vous dis tout ça, c'est sur une base purement anecdotique, là. Ce sont mes observations personnelles. Donc, ça n'a aucun fondement scientifique. Et j'ai remarqué aussi, donc à Dubaï et à Bakou, on voyait une présence des premiers peuples, donc des groupes autochtones variés à travers le monde, très importante. Au Brésil, j'ai senti qu'il y avait une concentration des premiers peuples locaux et pas une si grande représentation des premiers peuples venant de l'extérieur. Euh, Bref, ça me fait penser que l'organisation matérielle d'une COP comme celle-là peut affecter l'accessibilité, peut affecter la représentativité et donc essentiellement la qualité du dialogue. En même temps, la tenue d'une COP dans un pays où les manifestations publiques sont permises, hein, donc si on compare aux Émirats arabes unis ou en Azerbaïdjan, où les manifestations publiques sont beaucoup plus contrôlées, donc les manifestations dans les deux COP précédentes se faisaient principalement dans la zone bleue, parce que la zone bleue est protégée par l'ONU. Donc, donc, il peut pas y avoir de sanctions des autorités locales et il n'y avait aucune manifestation à l'extérieur des installations de la COP. En revanche, au Brésil, on a vu de plus grandes manifestations publiques à l'extérieur du site. Il y a eu un matin où on s'est présenté à l'entrée du site et il y avait une manifestation tout à fait pacifique euh, d'Autochtones qui bloquaient l'entrée officielle et ça a créé tout un goulot d'étranglement. Et je ne critique pas au contraire, je critique pas la nature de la manifestation ni ses conséquences, mais bien le fait, je me réjouis du fait qu'on ait pu manifester de la sorte. Il y a également eu une grande manifestation de la société civile dans les rues de Belém le week-end je pense que c'était le dimanche, la journée de congé. Euh, donc, ça non plus, on ne l'a pas vu dans les COP plus récentes. Ça me semble être à cet effet des éléments plus positifs. Donc, je reviens, ce sont mes impressions très générales et personnelles là, que je répète, qui ne sont pas basées sur la science, mais bien sur mes impressions personnelles. Euh, je vais dire quelques mots sur l'engagement de l'Université Laval en action climatique et le rôle des universités dans les processus comme celui de la COP. Donc, nonobstant les éléments que j'ai mentionnés précédemment, pardon, l'Université Laval tenait
à être présente à la COP. J'en dirai quelques mots dans un instant. L'engagement de l'Université Laval, il est en matière d'action climatique. Il ne date pas d'hier. Ça fait au moins une vingtaine d'années qu'on est engagé. L'Institut EDS en est un peu la figure de proue. euh, et qui est un des premiers instituts qu'on a créé à l'Université Laval et qui existe depuis ce temps. Donc, la lutte contre les changements climatiques est au cœur de notre plus récente planification institutionnelle et de notre vision du développement durable. Les universités, à l'instar de l'Université Laval, je crois, peuvent contribuer à l'action climatique de différentes façons. D'abord, à travers la recherche, hein, par la production de connaissances de pointe qui vont pouvoir servir à soutenir les décisions publiques et privées et à transformer les pratiques. Ensuite, la contribution passe par l'enseignement, tant par la formation des futures générations que par l'accompagnement des professionnels et par la formation continue. Un troisième moyen par lequel les universités sont engagées en action climatique, c'est à travers leur rôle comme citoyens ou citoyennes corporatives. Donc, agir comme donner l'exemple en matière de bonnes pratiques sur le campus dans nos pratiques au quotidien. Donc, un campus carboneutre, des politiques de développement durable, des pratiques d'inclusion, etc., de la mobilisation communautaire. Et enfin, à travers les différents outils, que ce soit l'enseignement, la citoyenneté ou la recherche, je pense que les universités peuvent avoir une influence à travers la diplomatie scientifique. Donc, en créant des ponts entre la science, les politiques publiques et les différents acteurs. La présence des universités spécifiquement dans les processus des COP, du moins moi, avec mes trois comparaisons qui, vous me direz, sont très récentes, mais tout de même, j'y vois une certaine évolution au cours des 3 dernières années. Je constate que les universités sont plus engagées, elles sont plus présentes dans les processus des COP et de façon plus engagée. Il faut savoir que les universités ont le statut d'organisme de la société civile et ne sont pas partie prenante des négociations. Nous avons un statut d'observateur. Mais n'empêche, évidemment, les universités vont contribuer de différentes façons. Les experts, par exemple, comme Camille, pourront contribuer aux négociations, soit en conseillant les équipes de négociateurs des pays ou en contribuant aux travaux préparatoires des documents par les organismes des Nations Unies qui vont euh, orchestrer tout le processus. Mais l'implication formelle se limite là, à ces gestes. Au-delà de ça, les universités sont présentes pour partager la science, échanger entre elles sur place en animant les différents les événements. Donc, on pense à des événements comme ce qu'ils appellent les side events, donc des événements organisés par les organisations de la société civile pour sensibiliser les participants à divers aspects, ou encore dans l'animation des pavillons. Donc, les pavillons, il y a tout un espace, si on veut, d'exposition dans laquelle on retrouve des pavillons et chaque pavillon a une programmation d'événements publics auxquels sont souvent impliquées les universités. À la COP 30, c'est la première fois que le pays organisateur offre un pavillon à un groupe d'universités pour et qu'il en soit le thème principal. Donc, il y avait un pavillon dédié aux universités pour la première fois, qui était co-animé par une université locale et une université internationale et qui a offert une programmation exclusivement universitaire tout au long de la période. Euh, donc, moi, j'y vois une certaine avancée. Enfin, pour conclure, je vous dirais, l'Université Laval euh,
a choisi, et je pense qu'on a développé le modèle au cours des 3 dernières années, de structurer notre approche par rapport au COP et d'offrir aux membres de notre communauté, nos professeurs, nos chercheurs, nos étudiantes, nos étudiants, un véhicule pour pouvoir participer à la COP. Et donc, on a organisé cette année une délégation structurée, officielle, qui, comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, comportait 4 étudiants, deux professeurs et moi-même, qui nous partagions les accréditations dont on disposait pour pouvoir participer pour différentes raisons. Et là, vous en découvrirez quelques-unes, puisque Océane, Lotta et Camille ont participé à la COP pour 3 raisons complètement distinctes. Je les laisserai vous en parler. Mais donc, l'Université Laval a choisi d'offrir ce véhicule pour pouvoir créer ces expériences. Évidemment, il y a, là, je viens de parler du groupe qui s'est déplacé à Belém pour y participer. On avait également un certain nombre d'étudiants et professeurs qui ont pu suivre les travaux de négociation et certains événements à distance avec des accréditations virtuelles. Donc, pour nous, c'est important de le faire. C'est une façon d'apprendre, de ramener au Québec une compréhension actualisée du paysage international de l'action climatique. Mais c'est aussi une façon de partager les connaissances, d'inspirer nos communautés et d'influencer positivement les pratiques, les politiques et les partenariats qui façonnent la transition climatique. Donc voilà, Paul, les quelques mots que je vous offre en début de ce panel. Et encore une fois, merci pour cette belle organisation. Merci beaucoup, François, pour cette première intervention du premier tour de table. Donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à mon collègue Témini, euh, qui va vous entretenir de certains aspects liés à l'adaptation et au financement climatique. Oui, pardon, merci bien, Paul. Et donc, merci à EDS donc, d'organiser cette table ronde de retour de la COP. Moi, c'était ma première COP climat. Donc, j'avais fait des COP, COP biodiversité, mais j'avais pas fait climat. C'était la première COP climat que je faisais. Et j'y allais en fait avec deux éléments en tête. En fait, il y avait le contexte parce que le Brésil s'est positionné avec l'organisation de cette COP comme le porteur finalement du message, je vais dire, du Sud global, et également l'organisant en Amazonie, en fait, euh, il se voyait un peu également comme un porte-drapeau du renouveau de l'action climatique. Donc, il communiquait sur le fait que c'était finalement un point d'inflexion, on allait réembarquer de manière ferme, définitive, donc pour cette question d'action climatique. Tout même le nom là de l'accord global Mutirao, donc l'effort communautaire. Donc, il y avait un élément de communication donc qui était lié à cette COP et j'étais curieux d'aller découvrir comment ça se traduisait finalement dans l'ambiance générale de cette COP. Et le deuxième élément de contexte, c'est que je suis en Amérique du Nord et en Amérique du Nord, les derniers mois, années, euh, montrent une sorte de vent de face pour ce qui est de l'action climatique et du multilatéralisme. Donc, également, c'était de voir comment, concrètement, est-ce qu'il y avait de l'énergie au sein de la COP, où il y avait ce sentiment qu'on avait un vent de face qui était trop fort et que finalement, ça allait peut-être nous ralentir. Donc, j'étais intéressé par cette dimension, donc de palper un peu l'ambiance globale. Globalement, euh, moi, j'étais là la deuxième semaine. J'ai trouvé que les principaux acteurs, peut-être pas les négociateurs, là, je vais revenir là-dessus dans ma deuxième partie de l'intervention, mais les acteurs sont conscients des enjeux. La plupart de ceux qui étaient là sont conscients que l'enjeu climatique est très présent et il faut faire quelque chose. La plupart des acteurs, on veut aller de l'avant, donc on veut continuer cette action climatique. Et sur ce plan, comme écrivait un de mes collègues, Jean-Frédéric Morin, ces COP sont très utiles en fait, parce que on continue à discuter, on continue à se parler. Et c'est comme ça que on a envie de se retrouver l'année d'après pour continuer des discussions qui ont été commencées et faire avancer cette question d'action climatique.
Mais à côté de ça, il y avait donc le thème qui m'intéressait, qui est lié à ma pratique professionnelle et à mon implication au niveau du Québec. C'est vraiment l'adaptation donc qui m'intéressait, puisqu'on sait que on est pris avec l'augmentation de la température, donc il faut s'adapter, il faut avoir des économies plus résilientes. Et même le Brésil a communiqué sur le fait que c'était la COP de l'adaptation. Donc cette fameuse COP, en considérant que fondamentalement pour l'humanité, donc il fallait faire cette adaptation, qui était déjà présente dans l'accord de Paris, donc avec l'objectif mondial d'adaptation. Donc c'était prévu. Mais dans les faits, pour le moment, il n'y avait pas beaucoup de choses qui avaient bougé sur cette question de l'adaptation. C'est avec Dubaï, donc à la COP 28, qu'on a commencé à définir les domaines donc qui pouvaient servir d'ancrage, d'indicateurs, donc de mesure des performances à l'adaptation. Et ensuite, à Bakou, donc à la COP 29, on a commencé à écrit une feuille de route, en fait, pour aller vers des objectifs mesurables, donc des indicateurs mesurables sur cette question d'adaptation. L'atténuation, ça se fait bien, puisque on peut mesurer, mais pour la question d'adaptation, en fait, il y avait des choses à faire, des indicateurs, et vraiment un des objectifs de cette COP 30, donc, c'était d'avancer donc vers la mise en œuvre donc de l'objectif mondial d'adaptation de l'accord de Paris et notamment en établissant des indicateurs donc de suivi de cette adaptation. Donc là, les discussions ont commencé en fait sur la base d'indicateurs qui ont été proposés par des experts. Donc ils ont travaillé en gros 2 ans, ils sont partis de 10 000 indicateurs à peu près et on est arrivé donc à la COP 30 avec à peu près une centaine d'indicateurs donc qui servaient finalement de cadre de discussion donc des participants à cette COP. Mais très vite, même si on avait affiné le nombre d'indicateurs, très vite, en fait, des questions ont émergé dans les discussions qui ont fait que finalement, elles ont traîné jusqu'à la fin de la COP sur cette question du choix d'indicateurs d'adaptation. Il y avait des questions plus techniques. Donc, est-ce que les indicateurs sont suffisamment précis? Est-ce qu'ils sont suffisamment mesurables? Il y avait même la définition de concepts comme c'est quoi l'adaptation transformatrice. Et il y avait certains de ces indicateurs aussi qui étaient transversaux, mettons le genre, les droits de l'homme. Donc, comment on définit ce type d'indicateur? Donc, ces questions ont émergé très vite dans les discussions avec certains États qui étaient moins à l'aise, notamment avec certains types d'indicateurs. Et par exemple, le groupe de pays africains, il considérait qu'il y a certains types d'indicateurs, en fait, qui étaient intrusifs, donc qui allaient à l'encontre de leur souveraineté et qui impliqueraient finalement qu'on change des lois, qu'on change des règlements et autres. Et très vite, ils ont considéré, en fait, qu'il faut un affinement politique de ces indicateurs. Je ne sais pas si c'est des édulcorés ou pas, mais en tout cas, ils considéraient que c'était trop intrusif et qu'il fallait continuer la réflexion, il fallait affiner ces indicateurs. D'où, à la fin, la proposition qui a été faite par la présidence de la COP de continuer la discussion cette année, mais également d'avoir une feuille de route jusqu'à Addis Abeba permettant d'affiner ces questions d'indicateurs. Mais à partir du moment où on parle de l'adaptation et de la résilience, également émerge la question du financement. Et le groupe de pays pour qui l'impact du climat est le plus fort et qui ont besoin de s'adapter relativement vite et de manière transformatrice sont également ceux qui ont besoin de financement pour le faire. Donc, du coup, en même temps qu'il y avait la question intrusive de violation de souveraineté qui était posée, il y avait la question aussi de financement, d'autant plus que pour certains indicateurs, on avait besoin de soutien technique et également de financement pour pouvoir les mettre en œuvre. Et sur cette question, les pays développés freinaient des cas de fer parce que il était question, donc la demande c'était de tripler le financement en adaptation d'ici 2030, mais cette demande en fait n'a pas retenu l'assentiment des pays développés et pareil, ça a fait traîner jusqu'à la fin. Donc la question du financement de l'adaptation a été posée. La question du choix d'indicateurs, donc finalement, ça a été progressivement réglé
et a abouti à peu près pas à peu près, a abouti à 59 indicateurs. Et la question du financement de cette adaptation est restée posée en fait jusqu'à la fin à la fin de la rencontre. Et sur la base des discussions, donc à la fois des pays développés et des pays en développement, finalement, le choix d'indicateurs et le choix de la déclaration sur cette question, donc des indicateurs de l'adaptation, c'était de dire que finalement, on doit choisir des indicateurs qui n'impliquent pas de nouvelles obligations, donc pour ceux qui décident de les mettre en œuvre, un. De deux, pas de nouveaux engagements financiers contraignants. Donc, à la fois, les indicateurs étaient volontaires, les engagements financiers n'étaient pas contraignants, donc ce qui a fait dire que finalement, tout ce qui était attendu en matière d'adaptation, donc pour cette COP, finalement, euh, n'était pas, on n'avait pas eu le résultat qui était attendu et que les pas qui avaient été faits n'étaient pas suffisants. Donc, plusieurs pays ont jugé que le résultat était mitigé. Le gain principal, c'est que on a un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on va travailler, on va les affiner. Et maintenant, il y a une sorte de feuille de route, donc jusqu'à Addis Abeba, qui permettrait finalement d'avoir des indicateurs que les pays pourraient utiliser pour mesurer les progrès en adaptation. Et pour la question de financement, finalement, ce qui a été retenu, c'est un triplement du financement sur l'adaptation jusqu'en 2035, donc au lieu de 2030 qui était demandé. Et également, pour la question du financement, ce qui est apparu aussi au cours de cette COP, c'est d'avoir un mélange. Donc, un mélange de financement public, mais de trouver qu'il était temps d'aller chercher d'autres sources de financement, donc de l'action climatique. Donc, il y a un début de réflexion là-dessus. Les terminologies sont encore vagues sur la question, mais cette COP précise de plus en plus que le financement de l'action climatique ne devrait pas venir seulement donc du financement public, mais également des autres formes de financement. Cependant, pour la question de l'adaptation, par exemple, on considère que la, le financement donc des mesures d'adaptation donc devra être essentiellement public. Donc c'est ce qui a été retenu. Et également en lisant un peu les commentaires là-dessus, en fait les groupes de pays en développement ont considéré que le processus n'a pas été totalement transparent et que finalement les lignes rouges qui ont été maintenues donc dans cette discussion sur l'adaptation, finalement c'est les lignes rouges de ceux qui financent en fait. Donc la question d'adaptation qui ont prévalu sur la nécessité donc de cette adaptation. Donc voici Paul les éléments donc sur l'adaptation que je voulais partager donc dans cette première partie de l'intervention. Merci beaucoup, chers collègues. Et je cède maintenant la parole à Camille. Camille, vous avez 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Paul. Merci aux collègues qui ont parlé avant moi. Et puis, c'est toujours plus facile quand la table a été dressée. Mais donc, je ne reviendrai pas sur la chaleur dans les pavillons et les conditions de négociation, ni les files à la cantine. En revanche, voilà, j'avais pensé organiser ma première intervention en trois temps, vous parler un petit peu du contexte de ma présence à la COP, et puis de la COP 30 en particulier, et les attentes autour d'elle en matière d'action climatique, et puis quelques conclusions avant d'entamer la phase de conversation tout à l'heure. Donc, c'était ma deuxième COP en personne, troisième dans une délégation qui suivait à distance. Puis cette année, j'avais la chance d'avoir, en plus de la casquette de l'Agence française de la transition écologique qui nous soutient depuis 3 ans, celle de l'Université Laval, pour de vrai, dans la délégation, euh, euh, sélectionnée et menée par l'Institut EDS, le réseau UNICE, et évidemment sous l'impulsion de M. Gélino, que je remercie encore pour son appui tout au long de la COP. Et puis, on en reparlera, mais évidemment, faire partie d'une délégation universitaire apporte énormément de choses en termes d'impact, de valorisation de la recherche, de rencontres.
puis on pourra en reparler tout à l'heure, et je devrais conclure par ça, mais je vois qu'il y a énormément de participants. Je profite du nombre de participants pour dire, mais regardez les appels à candidature de l'Institut EDS chaque année. Je sais que l'Institut a pour attache de l'importance à faire une rotation aussi dans les profils des étudiants qui constituent la délégation, et donc je vous encourage à tenter votre chance pour la prochaine qui aura lieu. Alors c'était toute une histoire aussi, ça on pourra en discuter, de l'attribution du prochain pays. Donc en Turquie sous la présidence de l'Australie. Allez comprendre, mais on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard dans l'année. Donc deuxième COP, et puis c'était important pour mes recherches de doctorat, comme Paul le mentionnait, qui portent sur les contentieux climatiques, donc dans l'arène judiciaire, pas à l'arène internationale de gouvernance, mais les plaignants, les requérants, les États qui contribuent aussi au COP, évidemment, et puis ce sont les mêmes organisations de la société civile qui souvent plaident au prétoire et puis interviennent comme observatrices au COP, regardent attentivement les comportements des États pour élaborer leur stratégie, comprendre les dynamiques, vérifier que le rapportage des États correspond aux engagements réellement pris à la maison. Parce que c'est une chose de faire de la communication internationale devant les médias, et puis c'est autre chose de mettre en œuvre et de voter les lois qui mettent en forme ces engagements. Et donc, c'était particulièrement important pour moi à suivre parce que on était dans un moment charnière un peu de passer du diagnostic de la COP de Dubaï, qui était la COP du bilan mondial, de l'évaluation de l'effort collectif, puis la copie était passable mais à améliorer, à la mise en œuvre concrète des engagements. Et puisque ce qui a été mentionné un peu plus tôt, c'était vraiment une COP annoncée comme la COP de l'action. Et donc, c'était très intéressant pour moi de voir un peu les dynamiques autour de ça. Alors, j'y étais pas pour faire de la recherche empirique, d'analyse des langues, des dialogues, des langages, des négociations. Mais par contre, tout le droit qui est issu de ces COP, évidemment, nourrit mes recherches. Donc, on va dire, c'est du terreau, de la matière un peu brute qui fournit un contexte, on va dire, dans lequel mon analyse se fait en droit ultérieurement. Mais j'étais pas là pour vraiment faire des études empiriques. Même si j'ai fait des entrevues avec Océane qui vous parlera aussi de ses efforts de vulgarisation après. J'ai déjà un peu débordé mon programme de présentation, mais voilà pourquoi j'y étais. Et puis on a beau être à sa deuxième, cinquième, dixième COP, on arrive toujours avec un peu d'espoir que ça va être la COP du changement, quelque chose qui se passe, quelque chose de grand. Et puis même si à Dubaï, on s'était satisfait, il y avait eu des grandes annonces dès le premier jour, le lancement du fonds pertes et préjudices qui avait fait grand bruit. Là, déjà, on sentait que c'était dans un contexte géopolitique compliqué, et donc on s'est satisfait d'un compromis sur l'agenda le premier jour, qui était déjà quelque chose d'important parce qu'il y avait quatre grands sujets clivants à cette COP. Euh, L'obligation des pays développés de fournir un financement, justement le rapportage des États au titre du cadre de transparence, et puis la manière de réduire l'écart en matière d'ambition pour atteindre 1,5. Et un grand sujet qui a fait beaucoup parler, c'était les mesures unilatérales restrictives pour le commerce liées au climat. Donc il y avait un peu un dialogue nord-sud en réalité. Les pays, on va dire, j'aime pas trop cette distinction, mais on va dire des pays du Sud qui poussaient pour moins de barrières au commerce dans les pays du Nord, et puis euh, eux-mêmes attendaient plus de financement. Donc il y avait un peu un va-et-vient entre commerce et financement. Et puis ces quatre sujets ont été sortis de l'agenda le premier jour. Donc satisfaction modérée, on va dire, parce que l'agenda, en fait, détermine ce qui va être négocié pendant les 2 semaines suivantes. Donc, c'est déjà un très gros enjeu de négociation à suivre de manière politique. Et la présidence, donc ça avait été source d'espoir à l'époque, a été extrêmement proactive en prenant ces quatre sujets et puis en lançant des discussions sur ces quatre sujets pour faire une décision de couverture de la COP. C'est-à-dire, au lieu de mettre ces quatre sujets sous le tapis et puis d'essayer de se concentrer sur le consensus, elle a repris les sujets dont les États n'étaient pas capables euh, de s'entendre en disant, ben, allez, je vous mets dans une salle et puis on négocie sur ces quatre sujets. Et donc, cette attitude très proactive, disons, m'a laissé pas du désespoir, de l'espoir sur la manière dont les 2 semaines suivantes allaient se passer. Et puis, une première observation intéressante a été de voir comment le texte très ambitieux de la présidence, puis la présidence n'est pas censée dicter le contenu des décisions, c'est-à-dire que c'est un processus étatique. Les États donnent des contributions, font des commentaires, et puis on élabore un texte, souvent avec beaucoup de crochets. C'est très intéressant à suivre quand on est juriste,
Aussi quand on n'est pas juriste, même si on va dire le coût d'entrée pour lire ces textes est quand même... il faut vraiment suivre les échanges toute l'année, que même moi j'ai du mal à faire pour arriver à comprendre un peu les enjeux et ce qui se cache derrière chaque virgule. Mais en tout cas, la présidence a proposé un texte assez long, et puis c'est assez inédit que la présidence prenne la plume comme ça et essaie de forcer un peu la main des États. Et donc, ça a été vraiment passionnant à suivre la première semaine. Malheureusement, un peu on travaille de ça pour édulcorer ce texte, chaque État ayant des intérêts à ce que telle ou telle partie soit moins ambitieuse que prévu initialement. Ce qui fait que, en fin de semaine, quand on a la délégation de première partie, on va dire, à quitter, on est arrivé à un texte provisoire qui était devenu une espèce de célébration des 10 ans de l'accord de Paris, très politique, mais très peu engageante aussi. Et donc, je suis parti en ayant le moral un peu bas de Belém. Et c'est très bien que la délégation en deuxième semaine soit revenue redynamiser tout ça. Et puis j'ai vu que Emna nous suivait, qui était également un membre étudiant de la délégation. Peut-être on pourra t'écouter aux questions si jamais j'ai oublié les choses, et c'est sûr. Mais donc voilà, puis on a continué à suivre à distance la COP. Là, c'est difficile de complètement se déconnecter quand on part au bout d'une semaine et que ça continue. Mais les négociations sont quand même plus difficiles à suivre en deuxième partie parce que les portes se ferment, les textes deviennent moins publiés. On sent que c'est les chefs de délégation qui prennent la main. Et puis on a fini quand même, je voudrais, pour finir cette première intervention sur une note positive, certes sur l'ambition, notamment d'atténuation des changements climatiques, quand même objet de la plupart des contentieux des procès que je suis, c'est sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il y a beaucoup moins de contentieux sur l'adaptation, il y en a, mais beaucoup moins sur le financement. Donc pour le moment, la société civile se concentre sur euh, les cibles de réduction des émissions. Donc c'est ça que je suivais en premier lieu à la COP. Et puis ça a été un peu l'absent des échanges parce que ben, le bilan avait été fait, on devait continuer nos efforts et puis faire du rapportage sur les efforts, mais il n'y avait pas de grosses attentes en termes de débouchés de négociations. Mais en revanche, il y a eu énormément de discussions parallèles qui ont abouti à des décisions qui montrent que le multilatéralisme climatique se porte bien finalement malgré la géopolitique actuelle. Moi, je trouve ça extrêmement positif de voir autant d'États qui discutent sur des sujets qui sont quand même clivants, qui ont des conséquences économiques fortes pour les États, et puis de continuer à dialoguer et produire des décisions. Et donc, on a eu la décision sur l'adaptation avec ses failles, mais qui a été présentée tout à l'heure. Puis on a eu aussi, je l'ai noté là, on a eu donc les objectifs de financement triplés d'ici 2035, un mécanisme international de transition juste. Je pense qu'Edna le suivait, alors peut-être qu'elle pourra rajouter des choses tout à l'heure. Le programme de mise en œuvre technologique, le plan d'action de Belém sur le genre, une énorme avancée, et puis qui a fait l'objet de discussions vraiment sensibles, et le mécanisme de transition juste dont j'ai parlé. Donc, beaucoup de choses qui vont encore produire du texte. Alors, on peut se demander, est-ce qu'il y a besoin de plus de textes, de plus d'échanges, de plus de décisions et tout ce magma ce volume textuel dont on se demande vraiment s'il a un impact. Mais en tout cas, ça prouve la vitalité du multilatéralisme climatique. Et puis, je voudrais terminer sur cette note positive. Je pourrais un peu parler tout à l'heure de d'autres perspectives personnelles de recherche et puis d'impact. Mais voilà, pour le moment, je vais m'arrêter là. C'était une COP passionnante à suivre malgré les conditions difficiles. Et donc, encore merci à l'Institut EDS, au réseau UNICE pour le soutien, et puis ravi de contribuer à la valorisation de ce travail qu'on a fait là-bas à Belém. Merci beaucoup, Camille, pour cette intervention. Et je cède la parole tout de suite à Océane. Bonjour, je vous remercie encore pour la tenue de la table ronde. C'est une très grande chance qu'on ait de partager, dans le fond, l'opportunité qu'on a eue à Belém. J'ai la chance de passer à la fin du panel, donc de profiter un peu des informations qui ont été partagées par mes collègues, là. Puis peut-être que ça me bénéficiera dans le sens que j'aurais pas besoin de notamment raconter à quel point il faisait chaud, parce que oui, il faisait très chaud. C'était bien sûr ma première COP. Pour moi, ça représentait notamment là, un cadre privilégié, aller observer la coopération, notamment avec la Chine. Donc, je remercie encore une fois l'Université Laval et l'Institut pour l'opportunité sur place. Euh, Camille en a glissé un mot. Pour ma part, ma présence à la COP, ça m'a permis notamment de produire un épisode de balado
pour la Revue québécoise de droit international. C'est un épisode fort intéressant qui rassemblait des profils divers, dont notamment certains de nos panélistes. Donc, je vous recommande grandement d'aller l'écouter sur notre Spotify, donc les balados de la RQDI. Dans mon intervention, je propose un petit retour là, sur la COP 30 à partir d'un angle plus ou moins précis, c'est-à-dire qu'est-ce que produit l'absence des États-Unis sur la dynamique des négos de climat, puis comment est-ce que la Chine s'est positionnée là, dans cet espace euh, laissé un petit peu vacant. Euh, Mon propos, c'est pas d'affirmer notamment que la Chine a remplacé les États-Unis, ni que leur absence équivaut à un effondrement du multilatéralisme climatique. C'est plutôt de voir, à comprendre comment les équilibres de pouvoir, les formes de leadership ou même les attentes normatives se sont comme reconfigurées, du moins durant la première semaine, donc avec mes yeux de chercheuse interdisciplinaire. Rapidement, mon intervention va se structurer sur l'absence américaine, la nature du leadership chinois, puis les implications plus larges pour la gouvernance climatique. Donc, à la COP 30, la délégation américaine n'était pas présente. C'est une absence qui doit être comprise comme non pas un simple détail organisationnel, là. Donc ça a vraiment produit un vide réel de leadership, à la fois politique, symbolique, mais aussi stratégique. Donc, c'est une chaise vide qui vient un petit peu désorganisée parce que les États-Unis ont on pourrait dire qu'ils ont joué un rôle quand même assez historique, structurant dans les COP, parfois comme un moteur, parfois comme un frein, mais toujours un petit peu comme un certain point d'équilibre là, dans les négociations. Donc, leur absence a eu pour effet de peut-être désorienter un petit peu le pôle des pays du Nord, de donner certaines difficultés dans la coordination des positions communes sur le financement climatique, puis une baisse perceptible là, de l'enthousiasme, puis de l'impulsion des politiques du Nord. Euh, il il s'agit pas vraiment d'une absence formelle, mais le retrait un petit peu du rôle de leader. Puis c'est une situation qui renforce une perception déjà présente chez des nombreux États du Sud, notamment que l'engagement occidental parfois peut être instable ou conditionnel. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui a trait le leadership chinois, qui a adopté une posture un petit peu plus affirmée, donc qui avait précédemment une posture traditionnelle de low-key, donc qui est décrite comme prudente, discrète, ben là, on avait quelque chose d'un petit peu plus revendiqué. Donc, une posture plus assurée de la délégation chinoise, une visibilité notamment accrue des entreprises chinoises dans les secteurs de l'énergie propre, une projection explicite des intérêts chinois, donc qui ne rompait pas notamment avec sa posture sur le discours multilatéral. Donc, c'est un leadership qui est un petit peu plus assumé. Visuellement, là, sur le terrain, on l'a vu, là, la Chine avait une place très visible, notamment le pavillon de la Chine qui faisait presque tout le premier coin lorsqu'on rentrait dans la zone bleue. Donc, il y a eu des side events organisés. C'est un pavillon qui a été particulièrement fréquenté. Le narratif dominant, puis j'ai trouvé intéressant, c'était celui du shared future, des bénéfices mutuels. Ça revenait quand même assez de façon récurrente. La couverture médiatique internationale a souvent décrit la posture comme étant un stepping in, donc qui suggérait que la Chine visait à combler une place partiellement vide laissée par l'absence américaine. Puis c'est un constat qui n'est pas uniquement du jeu optique, parce qu'il y a plusieurs acteurs qui l'ont confirmé là, sur place. Notamment, je pense à des négociateurs brésiliens au début, avant l'adoption de l'agenda. Donc, la Chine agit comme un facilitateur, peut-être même un garant. Euh, Elle a su concilier des positions, notamment des petits États, les pays en développement, des partenaires des BRICS. C'est une capacité de médiation qui renforce l'image de la Chine, qui agit comme un garant du climat, non pas au sens proprement normatif occidental, mais à travers, par exemple, ses investissements massifs dans les secteurs verts, puis son attachement à des cadres multilatéraux qui sont stables, prévisibles, puis inclusifs. Euh, Ensuite, je passerai directement, mettons, à son implication sur la gouvernance climatique internationale. Euh,
Qu'est-ce que la COP 30 nous dit sur l'avenir du régime climatique international? Notamment, ce qu'on peut en comprendre, c'est qu'il y a une tendance peut-être de fond. Je lance un petit peu comme une question ouverte, mais est-ce qu'on n'entrait pas dans un ère de leadership qui est fragmenté, ou est-ce qu'aucun État ne peut à lui seul structurer l'agenda climatique mondial? Donc, la Chine n'a pas remplacé les États-Unis, mais elle est devenue un petit peu un acteur de pivot, hein, capable d'orienter certaines dynamiques, en particulier au sein du Sud global. Euh, Ça a eu des effets normatifs, notamment le langage des obligations, une approche différenciée, flexible, qui gagne en légitimité, puis des questions de justice et climat de plus en plus formulées en des termes de développement. Finalement, la COP 30, ça montre que le multilatéralisme qui fonctionne encore n'a pas de garant unique. Donc, peut-être que je pourrais conclure rapidement mon apport avec le fait que euh, la COP 30, ça n'a pas marqué l'effondrement de la gouvernance climatique internationale mondiale, mais ça a aussi révélé des mutations profondes, puis on l'a vécu justement avec la place de la Chine, qui avait une présence diplomatique très visible, active, qui compensait cette absence-là. Elle avait un leadership technologique qui ont mis de l'avant ses propres technologies, qui sont produites à un faible coût et massivement. Euh, dans son rôle dans les participations à la négociation, notamment, était clé dans certaines discussions, soutien au consensus. Elle a peut-être même influencé des résultats sur certaines avancées, même si on a des textes peut-être au final qui sont jugés modérés. Euh, il y a quelques limites, notamment le refus de mener seul, puis des ambitions globales qui sont limitées par le contexte, notamment présent à la COP 30. Donc, on aura la chance peut-être de rajouter quelques mots là-dessus dans le dernier 5 minutes dans le deuxième tour de table ronde. Merci. Merci beaucoup, Océane. C'est très intéressant les observations que vous avez fait sur cette absence et cette présence. Donc, nous allons entreprendre maintenant le deuxième tour qui va devoir être très rapide parce que sinon nous n'aurons plus de temps pour la période de questions. Donc, je vais demander aux panélistes de faire, s'il vous plaît, moins que 5 minutes afin de garder quelques minutes là, pour les questions. Et donc, nous allons utiliser le même ordre de présentation pour ce deuxième tour. Donc, Monsieur Gilino, la parole est à vous. Merci, Paul. Moi, je vous dirais, si j'essaie de nous projeter dans l'avenir, ce qui m'inquiète, c'est pas tellement ce qui se passe au sein des conférences sur le climat, mais c'est le désengagement ou le ralentissement de la ferveur à travailler à améliorer le climat. Je pense, regardez, c'est aujourd'hui que le ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique du Québec a annoncé un report des objectifs, des cibles de réduction des gaz à effet de serre au Québec. C'est une tendance qui est pas nouvelle, qui est pas unique, et c'est ça qui me préoccupe, moi. Donc, on pense au retrait des États-Unis des négociations. Donc, les négociateurs américains n'étaient pas à la COP et ne prennent plus part aux discussions. Euh, Ce désengagement, pour moi, est la source de préoccupation. Pourtant, je dirais qu'on a besoin de continuer de se mobiliser, notamment à travers les cas, parce qu'il faut réintroduire la science dans le débat. Il faut maintenir la science comme étant la base de discussion. Donc, le rôle des universités est pour autant tout à fait nécessaire. Donc, je me limiterai à dire cela. Merci, merci, ça a été bref. Professeur Tamini, je vous redonne la parole. Merci bien, je vais essayer de faire aussi bien que François, en étant bref. Donc, en revenant sur la question de l'adaptation, l'augmentation de la résilience, donc c'est certain que, de mon point de vue, c'est quelque chose à suivre sur les 2 prochaines années. Donc, comment on va arriver à faire atterrir finalement
cet objectif mondial d'adaptation. Donc, comment on va le faire atterrir, comment on va avoir des indicateurs qui sont mesurables et qui sont bien partagés, donc pour pouvoir faire un suivi, justement qu'on ramènera donc dans les instances de discussion internationales. Et pour rebondir sur ce que François Génino a dit, euh, ce que, donc, ah, ce désengagement, euh, il m'a frappé avec la position du Canada. Donc, ça fait partie de ce que j'avais noté dans ma deuxième partie, puisque, Paul, tu nous avais demandé de dire comment on se projetait un peu, par là. Donc, notre absence, et donc Canada comme pays pour la question de l'action climatique, jusqu'au point même où on considérait que pour certains domaines, on constituait des freins aux discussions. Donc on est devenu totalement transparent sur cette action climatique, qui est pourtant un des enjeux fondamentaux donc qui nous attend en fait. Donc j'espère que chacun de nous qui restons engagés dans cette question d'action climatique, nous allons arriver à peser sur le comportement de nos États, de nos gouvernements, donc pour ramener ça au cœur. Donc, arrêter de considérer qu'il y a un antagonisme entre le climat et l'économie et nous faire avancer. D'autres éléments, c'est les implications de la recherche de compromis. Parce que, donc, l'élément de communication du Brésil, c'est que, et du fait que tous les États qui étaient présents là ne voulaient pas échouer, sinon c'est donner raison aux détracteurs du multilatéralisme, ça fait que finalement, on ne pouvait pas partir du Brésil sans un accord, en fait. Donc, la feuille de route des énergies, de sortie des énergies fossiles, l'Union européenne et les États qui poussaient pour ça ont accepté. Et de l'autre côté aussi, on a considéré que les engagements financiers, donc que ces pays devaient porter, on ne devait pas mettre trop l'accent là-dessus. Donc, la recherche de compromis et du fait qu'il fallait qu'on maintienne vivant le multilatéralisme pour l'action climatique a fait que il y a quand même des questions fondamentales qu'on a laissé passer. La feuille de route de sortie des énergies fossiles, il faut la traiter. Si on la traite pas, en fait, on ne traite pas donc de la question climatique. Donc voilà mes mots de conclusion. Merci beaucoup d'avoir été bref, très intéressant. Donc, en suivant l'ordre, chère Camille, je vous redonne la parole. Merci beaucoup. Bah, si je devais résumer à une chose, peut-être mes enseignements et puis pistes de réflexion future, je dirais que ce que cette COP-là a montré, c'est que le cadre international est là. Il n'y a pas besoin de négocier d'autres traités, d'autres accords, d'autres cibles internationales. Ouais, la discussion continue et puis c'est important. Mais là, la prochaine décennie va se jouer au niveau interne, en fait, au niveau des politiques que les États, les provinces, les régions adoptent, les municipalités. Et ça, c'est pas vers l'international qu'il faut se tourner, c'est pas vers la Turquie l'année prochaine et attendre les prochaines COP, c'est auprès des pouvoirs publics, dans les bulletins de vote, tout de suite. Et puis, je voulais aussi mentionner la décision prise ce matin du Québec, là, des cibles que François Gélineau mentionnait. C'est extrêmement inquiétant. Surtout que, bon, le Québec en tant que tel n'est pas lié par les obligations de l'accord de Paris, mais il y a peu d'obligations contraignantes dans l'accord de Paris, qui est un cadre de discussion sur le long terme. Mais s'il y a bien un principe qui est ancré et qui lie les États, c'est la non-régression. En tout cas, la progression de l'ambition au fil des communications transmises. Là, on ne peut pas se féliciter qu'on garde la même cible en pourcentage, mais qu'on la repousse dans le temps à l'infini. Pour moi, c'est contraire à minima l'esprit, sinon la lettre de l'accord, même si le Québec en tant que tel, bien sûr, n'est pas lié sur le plan international par cet accord-là. Cela dit, euh, je pense que là, le Québec pourra plus se présenter au COP comme un acteur de premier plan, un leader de la transition écologique, puisque c'est une des premières la province, entité subnationale qui régresse sur ses objectifs climatiques. C'est une chose de ne pas les tenir, ou en tout cas d'avoir des difficultés à les remplir. C'est autre chose que de clairement s'afficher en régression
et dire c'est même pas la peine d'essayer, regardez, on repousse longtemps, parce que les soucis économiques sont plus importants. Donc c'est sûr que un peu d'inquiétude et puis surtout ben, on note d'espoir, c'est qu'en fait il faut plus se tourner vers l'international nécessairement pour attendre les grandes avancées. Ça se joue au local. Au local, j'inclus le niveau fédéral au Canada et puis étatique ailleurs, mais en tout cas voilà quelques pistes. Puis ravi d'en discuter avec vous sous peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. Je partage ta déception du non-respect du principe de non-régression. Et cher Océane, je vous cède la parole à nouveau. Vous avez le mot de la fin. Ouh, ok, parfait. Je vais essayer d'être encore plus brève que mes collègues. Euh, Peut-être que mon mot de conclusion va être ancré dans deux choses. La première, c'est si vous avez vraiment bien aimé cette table ronde, alors vous allez aimer le balado de la RQDI et notamment les interventions de Monsieur François Gélineau et Camille Martini. Donc, je vous invite à aller l'écouter directement après cette table ronde. Et dans le fond, mon deuxième point, c'est de se demander en fait, est-ce que la COP30, ça illustre un moment dans l'histoire du multilatéralisme plus généralement? Où est-ce qu'on voit l'absence des États-Unis qui a laissé un vide symbolique, politique, qui a été partiellement comblé par la présence chinoise, plus visible, plus assurée. Euh, Est-ce que ça fait pas écho au discours récemment annoncé par notre premier ministre canadien, Mark Carney, qui a insisté sur le fait notamment que le multilatéralisme traditionnel est sous pression, puis que les réponses aux enjeux globaux comme le climat, ça va passer par des coalitions qui sont plus flexibles, puis un leadership partagé. C'est peut-être un peu ce qu'on a vu avec l'entrée ou la réentrée en scène, en fait, de la Chine qui avait un pas plus assuré. Donc, avec ça, il faut se dire que l'action collective doit peut-être passer à s'adapter à un monde où que les acteurs traditionnels sont plus toujours au rendez-vous. Voilà, je terminerai comme ça. Merci beaucoup, Océane. Donc, je remercie très chaleureusement les panélistes qui ont réussi à faire de très courtes interventions dans ce deuxième tour, ce qui fait en sorte qu'on arrive au moment où on souhaitait arriver pour avoir une période de questions. Donc, la période de questions est ouverte. Je vous encourage à utiliser le chat ou à lever votre main. Je vous signale que nous avons Jason Fournier nous a mis le lien vers le balado dont nous parlait Océane dans l'outil de conversation. Donc, vous avez ça sous la main. Donc, je vous encourage à vous exprimer. Oui, puis vous avez, en complément, vous avez aussi, vous allez avoir dans les prochaines minutes aussi des liens pour vous abonner à la liste de diffusion, savoir plus sur, si vous voulez devenir membre de l'Institut, pour être tenu au courant effectivement des prochains appels à candidature pour la COP, la prochaine COP, ou d'autres appels à projets ou autres de l'Institut. Euh, Paul, on avait une question, dans le fond, si tu voulais-tu que je la Oui, s'il vous lise? plaît. Oui, Oui. s'il vous Dans le fond, c'est Monsieur Sanoussi. Il est membre du conseil de leadership du réseau Unicé. Il mentionne, j'étais à la COP 30 et l'un des résultats qui m'a marqué, c'est l'établissement des indicateurs de mesure de l'adaptation. Mais il se demande, vu la lourdeur de ces indicateurs, comment les adapter à chaque réalité et en fonction du PNA du pays. Je vois qui est tout désigné pour répondre à cette question. Euh, je, c'est ça parce que j'ai la liste d'indicateurs. J'ai regardé ce matin ce qui était spécifique, je sais plus où elle est, au secteur agricole dans lequel je travaille, et puis biodiversité et autres. C'est certain qu'il y a des indicateurs qui méritent d'être mieux définis. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué le fait que une des questions qui a émergé également et qui a fait qu'on a cette feuille de route sur 2 ans pour affiner les indicateurs, c'est qu'on considérait que certains d'entre eux n'étaient pas assez précis. Et donc, c'est pour ça le groupe de pays africains qui portait cette question, en plus donc la question de souveraineté et de non-intrusion dans leurs affaires locales, a demandé ces 2 années. Les pays d'Amérique latine étaient beaucoup plus près, en fait. Donc, de ce que je comprends, aller à mettre en œuvre éventuellement ces indicateurs.
Donc oui, ces 2 années, en fait, sont supposées permettre justement d'affiner ces indicateurs, euh, de les préciser et certainement de régler la question du soutien qu'il faudra certainement pour les rendre opérationnels. Euh, à nouveau, je sais plus, j'avais noté quelques indicateurs qui étaient assez compliqués à opérationnaliser. Euh, et donc, oui, il y a un travail d'affinement à faire. C'est pour ça qu'on a cette feuille de route sur 2 années, donc pour affiner ces indicateurs, pour avoir des indicateurs communs qu'on peut utiliser. Commun, mais qui pourrait varier suivant les situations C'est ça. climatiques, Et des pays, c'est ça. ouais, les situations particulières des pays. C'est Je pense ça. que nous avons d'autres questions dans le chat, Jason. J'en Oui. ai. Ah, ben justement, Monsieur Turmel, peut-être que vous pouvez la poser vous-même. C'était la prochaine que j'allais Oui, lire. ben c'est peut-être plus simple à vulgariser. D'abord, merci à vous quatre pour la présentation. Ma question était fort simple. J'ai écouté tout ce que vous avez mentionné, ce qui est extraordinaire que ça tienne très bien actuellement, malgré, je dirais, le chaos américain. Mais je me posais la question à savoir si, depuis la COP 30, c'est comme si elle avait eu lieu un siècle dernier, alors que c'est assez récente, tout ce qui s'est passé depuis les 3 derniers mois bouleverse d'une manière incroyable l'échiquier mondial. On est dans une posture différente actuellement et je me posais la question, est-ce que ça force les autres instances majeures, les autres défis se mettre sur pause, malheureusement, en raison de ce qu'on vit et qui n'est pas près de s'arrêter. Quand je dis ce qu'on vit, je fais référence à Monsieur le Président des États-Unis, qui n'était qu'à son début de mandat. Je ne sais pas si quelqu'un se sent appelé. Oui, Monsieur François Gilmour. Je peux peut-être faire un petit commentaire parce que tout à l'heure, je réfléchissais et ce qui m'interpellait, c'est, je ne sais pas si vous avez regardé Infoman, la revue de l'année. Il y a eu une scène où Jean-René Dufort montre au premier ministre Legault un indicateur de 1 à 10 et lui dit, et il y en a un, c'est le climat et l'autre, c'est l'économie. Et il lui dit, où placez-vous? Et le premier ministre a vraiment fait l'argument qu'il faut prioriser l'économie. Il se disait à la recherche d'un équilibre, mais quand Jean-René Dufort l'a retranché, il y avait clairement une priorité sur l'économie. Et moi, j'ai l'impression que le trouble dans lequel, ou le trouble géopolitique a des effets économiques, ça met une pression économique sur les pays et les pays ont tendance à dire, dans l'urgence, il faut sauver l'économie. Et pour moi, ce que j'appelle une myopie, là. Donc, c'est un regard à très court terme qui a des effets négatifs sur le long terme. Alors que ça prend du courage. Donc, je suis pas certain que le contexte a fait que ça a un effet direct, mais ça a des effets négatifs euh, sur la lutte au changement climatique, malheureusement. Et je pense qu'on a besoin que nos élites politiques aient un petit peu plus de courage et défendre des politiques qui ont une vision un peu plus loin que leur réélection et donc, pour moi, c'est l'appel que je lancerais. Ayez du courage. Mais oui, je pense que les tumultes actuels ne jouent pas en faveur de l'action climatique. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter un aspect générationnel? Il peut y avoir Mais de ça, mais l'espoir pour dans moi, le ça, renouvellement de nos élites politiques. Hein? je pense que tu as tout à fait raison, Paul, et ça, c'est peut-être le mot encourageant à souligner. La Oui, nouvelle génération est beaucoup plus engagée et beaucoup plus prête à mitiguer ces risques-là. Le court terme, le long terme, puis dire on le fait on pour va y arriver. exactement. Je pense qu'on peut fonder des espoirs sur leurs frêles épaules. Alors, je peux accorder la parole à Monsieur Honoré Canou, qui lève la main. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez.
J'espère que vous me suivez bien là. Oui. Alors, j'ai moi-même pris part aux négociations climatiques de la COP 30 pour le compte de mon pays, la République démocratique du Congo, parce que je suis à la fois chercheur à l'Université de Kinshasa. Et il y a un phénomène que j'ai remarqué à la COP 30, c'est aussi cet engouement qu'il y a eu autour des financements parallèles tels que les TIFFF, le Tropical Forest Forever Facility. Alors, les développements de tels mécanismes parallèles en marge de la COP, où les pays comme la région amazonienne et du bassin du Congo essayent de se coaliser pour pouvoir protéger leurs forêts primaire éternelle ne sont pas en réalité une sorte de bifurcation qui peut constituer une gêne pour la finance climatique classique, comme nous le savons tous. La question pourrait bien être s'adresser à mon ami Camille Martini, avec qui on a eu des échanges à marge de la COP. Merci bien. Bonjour Honoré, enchanté alors, toujours pas de se rencontrer de vive voix. On n'a pas réussi à se rencontrer en personne à la COP parce que on avait tous les deux un agenda chargé, mais être dans l'équipe de négociation, c'est autre chose en termes d'engagement au COP. Alors, j'espère qu'on pourra se croiser à nouveau prochainement. Et puis, c'est vraiment l'illustration que les COP sont aussi un endroit de rencontre euh, à différents niveaux institutionnels. Bon, je suis un petit peu dans l'embarras n'étant pas spécialiste de finance. Puis je vois aussi une autre question sur la finance. J'aimerais presque honorer que vous répondiez à la question de Christine. Non, est-ce que c'était oui de Christine, de Madame Beaulieu sur les autres sources de financement? Parce que finalement, vous répondez en partie à sa question sur le fait que oui, il y a des mobilisations publiques-privées de financement et je pense que ça, c'est une réaction au fait que les financements publics internationaux, l'aide au développement, la contribution à des fonds institutionnels par des États diminuent. Je pense que on suit tous l'actualité. Les fonds sont plus dirigés vers la sécurité et les aspects économiques aujourd'hui que le financement des politiques climatiques en dehors des frontières. C'est-à-dire que on regarde l'intérêt immédiat pour les pays dans les frontières plutôt que d'aller financer à l'international. En tout cas, bon, c'est une tendance générale, évidemment, il y a des exceptions, mais donc je ne sais pas si ce genre de mécanisme dont je ne suis pas expert, encore une fois, donc ma réponse sera imparfaite, euh, sont contre-productifs ou créent un frein. Je pense qu'il faut mobiliser toutes les sources possibles. Et puis je pense que sur le mécanisme des pertes et préjudices aussi, où je crois que sous l'égide de la Banque mondiale, il y a une espèce de recherche de financement aussi privé d'entreprises euh, pour réparer les dommages des changements climatiques. Je pense que ça doit tout se faire d'une manière complémentaire. Mais je pense que ça ne va pas remplacer l'engagement des États. Puis c'est quand même quelque chose qui est porté chaque année par un grand nombre de pays, l'insuffisance du financement pour réparer les effets néfastes des changements climatiques dans les pays les plus touchés. Donc je pense que tout ça doit se faire de manière complémentaire, mais je ne pense pas que le secteur privé à lui tout seul va résoudre le problème. Je pense que c'est un effort conjoint et de la créativité dans les recherches de financement, mais malheureusement, euh, mes compétences en mécanisme financier sont plus limitées, alors je me tournerai peut-être vers d'autres participants pour compléter ma réponse très imparfaite. Mais en tout cas, ravi de vous avoir vu et écouté aujourd'hui, cher Honoré. Je ne sais pas si mon collègue, le professeur Tamini, veut ajouter quelque chose. Oui, Sinon, je bon, pense qu'il y a d'autres questions de nature économique dans le chat, mais c'est je ça, voulais... c'est ça. C'est certain que, donc, de ce que je comprends, de ce qui est discuté sur le financement, on veut baliser le financement public. Donc, ne pas tout transférer au secteur, je vais dire, privé ou autre type de financement. Donc, que l'engagement de financement public des États, reste. Mais par contre, on considère effectivement, comme l'a dit Camille, pardon, que ce financement n'est pas suffisant. Donc, il faut mobiliser d'autres sources de financement, en fait, pour complémenter, je vais utiliser ce terme, donc le financement qui est public. Et donc, privé, ça peut être privé, ça peut passer par des ONG. Il y a 2 ans, je pense, j'ai assisté au sommet sur la finance durable à Montréal, justement, qui euh, en fait, faisait discuter un certain nombre d'acteurs et d'initiatives, en fait, qui aidaient à financer justement des interventions pour l'action climatique.
Et vraiment, ça peut même être passé tout simplement par une grosse entreprise multinationale qui, une partie de ses actifs sont utilisés pour financer donc des pratiques donc qui sont favorables donc aux questions climatiques. Donc, c'est pas de remplacer l'appui public, mais par contre, il est insuffisant donc dans le cadre de l'action climatique actuelle, donc ce qui implique de trouver d'autres sources de financement. Sauf que pour le moment, c'est vague. Lorsque je lisais la déclaration là-dessus, c'est vague. On dit qu'il faut mobiliser un certain montant donc qui va complémenter, mais la déclaration reste vague sur comment on le fait. Merci. Alors, si Jason me permet, je vais me tourner sur le chat. Oui, Euh, donc, nous avons une question de Frédéric Joe. Quelle politique faut-il pour élargir le cercle des experts universitaires au COP? En d'autres mots, il ajoute, la participation des universitaires au COP euh, devrait-elle avoir un poids décisionnel et pas seulement être là à titre d'observateur? Peut-être que c'est pour vous, François, cette question. Ma réponse personnelle à ça, c'est oui, mais c'est malheureusement pas moi qui prends la décision. Peut-être que Camille pourra m'appuyer, là, mais ma compréhension, c'est que pour changer les règles du jeu, ça prend des décisions consensuelles. Donc, la possibilité, ou unanime, la possibilité d'avoir l'unanimité sur une telle clause me semble très difficile. Donc, très peu d'espoir de voir dans le processus de négociation sur le climat les universités étant reconnues comme des parties prenantes, malheureusement. Je ne sais pas, Camille, si... J'appuie. Ben, je pense que je pense pas que ce serait possible en fait, enfin que ce soit souhaitable même. Enfin, c'est souhaitable évidemment, mais ça entraînerait, je pense, énormément de discussions sur qui sont les parties prenantes au COP, parce qu'à ce moment-là, les institutions, les ONG environnementales voudraient leur part, les environnements, en fait, toutes les entités observatrices voudraient être autour de la table de négociation, et puis là, je pense que ce serait impossible d'arriver à des textes qui, en fait, sont des consensus entre États qui lient les États en droit international. C'est-à-dire qu'on changerait complètement la nature du processus. En revanche, les universités ont leur badge d'observateurs, observatrices, peuvent assister aux négociations, ne peuvent pas parler directement, mais à travers par exemple, puis c'est quelque chose dont je voulais parler, à défaut de temps, j'ai pas voulu m'appesantir là-dessus, mais moi, j'ai représenté bon, l'Université Laval et mes autres casquettes au sein des ONG de recherche et indépendantes, Ringo, ça s'appelle, qui est une des entités qui peut prendre la parole au COP. Alors, je ne l'ai pas fait moi à titre personnel, c'est souvent réservé aux personnes qui coordonnent des groupes de travail sur des sujets distincts, mais on peut faire porter la voix des universités au sein de ces instances qui elles-mêmes ont un siège à la table. Ce n'est pas des personnes qui négocient, elles ne sont pas liées par les décisions, mais c'est une manière d'impacter les négociations de manière un peu plus directe que simplement observer. Mais c'est un processus très encadré avec en général une personne qui représente l'ensemble des ONG de recherche, les universités, les ONG indépendantes au COP. Donc évidemment, la voix est complètement diluée, mais disons que ça changerait les règles du jeu si on arrivait à ça. Donc je ne pense pas que ce soit mis à l'agenda dans un proche futur. Voilà Merci. pour Et le... j'ajouterais, si vous me permettez, j'ajouterais, excuse-moi, Lotta, je te laisse la Mhm. parole tout de suite après, j'ajouterais à ce que Camille vient de dire que les universitaires peuvent faire valoir, peuvent faire entendre leur voix dans d'autres espaces aussi. Hein. On a, donc, pas juste pendant les processus des COP, mais c'est un travail permanent que de faire connaître la science. Et j'indiquerai aussi qu'il y a également le GIEC, là, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est composé de chercheurs universitaires et qui est un acteur très crédible dans le secteur. Et donc, l'influence, elle est là, elle demande plus de mobilisation. On n'a pas un siège directement autour de la table, mais on peut faire valoir, faire entendre notre voix. C'est ça. Et pour, pour compléter là-dessus, et en lien avec ce que donc François a dit, Camille, mais également moi, notre capacité d'influence de nos décideurs.
Mettons, donc le comité consultatif qui est fait de profs, il y a 3 profs de Laval, par exemple, qui sont ce comité consultatif, a sorti un avis d'expert, mais qui n'a pas été suivi par notre gouvernement, en fait. Donc, nous, comme universitaires, comme experts, donc si nos voix arrivent à influencer nos gouvernements locaux, peut-être que ça va se répercuter donc au niveau de l'espace de négociation. Donc, même si on n'est pas directement au COP, sauf comme observateur, on a quand même cette capacité d'influence en interne. Et puis, François également a souligné euh, la diplomatie scientifique, je vais dire ça comme ça, ou tous les réseaux qui se créent entre chercheurs, entre experts, en fait, qui font que on peut utiliser une sorte de soft power, je dirais, pour essayer d'influencer les décisions qui sont prises à la COP. Mais oui, donc je pense que c'est vraiment à l'échelle de nos pays qu'on doit être actif, dans les regroupements de chercheurs, d'experts également, qu'on doit être actif pour porter nos messages en espérant justement que ça va impacter les décisions qui sont prises et les positions qui sont prises par nos gouvernements. Merci beaucoup pour cette discussion. Donc, il y a d'autres questions relatives à la science dans l'outil de conversation. Avec le temps qui passe, on n'aura pas le temps de passer sur toutes les questions, mais je pense que dans la discussion que vous avez eue, vous avez répondu à ces questions qui touchent la science. Il y a d'autres questions aussi qui touchent le financement on a, sur lesquelles vous avez discuté. Peut-être que ce sera la dernière, une qui est sur un sujet un peu différent, d'Exaucé Kabongo. Merci beaucoup, Exaucé. Peut-on considérer que la COP30 marque un tournant réel en faveur du développement durable des pays africains? Ou reconduit-elle des engagements climatiques dont l'effectivité reste conditionnée à la volonté des pays développés? Alors, je ne sais pas qui veut attraper cette question. Je peux peut-être ébaucher une première réponse qui ne sera pas nécessaire, va probablement pas résoudre l'enjeu, mais dire que je pense il faut comprendre et il faut reconnaître que les défis climatiques ne sont pas les mêmes pour l'ensemble des pays. Et je pense que on l'entend à la COP. Il n'y a pas de solution unique, il n'y a pas de solution mur à mur. Il faut s'y sensibiliser. Euh, mais c'est un débat qui est en cours, qui est absolument pas solutionné. Et j'ai l'impression, et je pense que à ce moment-là, là, vous allez trouver que je suis biaisé, mais les universités peuvent avoir un rôle important à jouer là-dedans, dans maintenir ce dialogue-là et pouvoir faire ressurgir les spécificités de chaque acteur. Mais on a besoin de s'y pencher. Je pense qu'il n'y a pas de solution unique. Et on n'a pas tous les moyens de poser des diagnostics, les mêmes moyens pour poser les diagnostics. Donc, on a vraiment un travail important à faire sur la compréhension des problèmes, des défis et de leurs conséquences pour chaque milieu. C'est un peu générique, même. Est-ce que quelqu'un veut compléter? Disons, moi donc, qui ai regardé la question de l'adaptation, donc c'est vraiment adaptation et puis donc résilience des pays, donc ça c'était très porté par le groupe africain, puis les petites économies insulaires, parce que c'est elles qui ont besoin, c'est ces économies qui ont besoin fondamentalement de s'adapter, être résilients, en tout cas à court terme. Et ce groupe voulait ce triplement du financement dès 2030. Donc, qui n'a pas obtenu. Donc, l'engagement, c'est pour 2035. Euh, donc, moi, je ne pense pas et je ne sais pas si, Camille et François, qui ont participé à plusieurs COP, compléteraient. Moi, je ne sais pas, même si, la COP Brésil et le gouvernement du Brésil considéraient que c'était un point tournant. Moi, j'ai l'impression que la question de la lutte climatique, c'est une question de pas à pas et de ne pas reculer, d'avancer. Donc, je ne pense pas que ce soit un point tournant. Par contre, je pense qu'il y a des éléments positifs, en fait, qui nous permettent quand même de dire qu'on va avancer
va avancer sur la question de l'adaptation et de la résilience donc des économies africaines à ces questions de changement climatique. Moi, j'emploierais pas le terme de point tournant, mais je ne pense pas qu'on ait régressé en fait. Voilà, note positive. Sur cette note positive, je tiens en terminant à remercier très chaleureusement nos 4 panélistes pour leur présence et d'avoir généreusement partagé avec nous leurs réflexions et leur expérience de cette COP30. Nos remerciements vont également à l'Institut EDS et à son équipe, on passe à Jason, vont également à la Chaire de recherche Canada en droit de l'environnement, au Réseau universitaire international pour l'action climatique et à l'École supérieure d'études internationales de l'Université Laval. Et enfin, je tiens à vous remercier, vous tous, d'avoir été présents, d'être venus en grand nombre à cet événement. Je vous remercie. Nous vous remercions pour votre participation, vos questions et votre intérêt pour des discussions et des sujets qui sont très importants et qui nous concernent tous. Alors, je vous dis à la prochaine et je vous remercie de nouveau.